Bienvenue à cette troisième émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Lorsque vous êtes propriétaire de terrain, est-ce que le sous-sol vous appartient? Quel genre d'entente une compagnie pétrolière doit-elle détenir pour effectuer ses travaux? Aujourd'hui, nous cherchons d'abord à répondre à ces deux questions. Puis, nous allons partager de l'information sur les différents travaux qu'une compagnie pétrolière doit effectuer pour parfaire ses connaissances et cerner la présence d'un réservoir. Nous verrons que plusieurs scientifiques travaillent sur le terrain et en laboratoire pour effectuer ces travaux qui sont essentiels pour positionner un premier forage. Nous verrons aussi que les géologues et les géophysiciens partagent leurs données pour créer une modélisation du sous-sol et minimiser les risques financiers et environnementaux qui sont liés au forage. Bonne émission! Les États-Unis, c'est probablement un des rares pays où les droits du sous-sol appartiennent aux propriétaires des droits de surface. C'est un cas unique. Au Canada, en Australie, dans les pays européens, le sous-sol, il appartient à l'État. C'est la richesse collective. Quand on achète un terrain au Québec comme ailleurs, à l'exception des États-Unis, ce qu'on achète, c'est le droit d'utiliser la surface. À un détail près, la capacité qu'on a d'aller chercher de l'eau potable dans le sous-sol. En 2006, je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais, en donnant le droit d'accès, que peut-être un jour, j'aurais pu profiter moi aussi de cette recherche-là, pas juste un droit d'accès. Mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui pensent au Québec que le sous-sol leur appartient. Tout ce que tu as, c'est une fine pellicule. À ma grande déception, j'ai appris que ce qui se passe en dessous de la terre, j'ai aucun droit de propriété, c'est seulement un droit de passage. Toutes les autres ressources, c'est vrai pour les mines, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour tout ce qui se trouve dans le sous-sol. Ça appartient à l'État. Alors, les États-Unis, c'est l'exception à travers le monde. Mais ça m'a fait réfléchir beaucoup, OK, est-ce que là, je vais faire ça sur le terme d'égoïste ou je vais faire ça sur le terme régional, puis c'était beaucoup plus fort que moi. Je dis, écoute, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, sauf que la région a tout à gagner. Parce que l'objectif présentement, c'est d'avoir, lorsqu'on fait des travaux comme ça, le moins d'impact sur l'environnement. Alors, on essaie de prendre des chemins d'accès qui sont déjà existants. Ça fait que si on a établi aller faire des travaux sur un terrain et il n'y a pas de chemin d'accès, mais on va essayer d'avoir un accès auprès d'un autre propriétaire. Alors là, c'est seulement une entente de droit d'accès. Et on a aussi des ententes qu'on va faire avec des propriétaires qui nous donnent l'autorisation d'aller faire les travaux sur leur propriété. Dans le cas du levé magnétotellurique, alors ce levé-là, le dernier qu'on a fait, on a contacté 195 personnes pour pouvoir réaliser les travaux. Sur ça, il y en a 175 qui nous ont dit oui pour qu'on puisse aller réaliser les travaux. Alors, c'était un levé là, qui se voulait vraiment régional. Un gros levé, ou qu'on soit à un endroit ou qu'on soit à un autre endroit, pour nous, ça n'avait pas vraiment d'importance parce qu'on connecte toutes ces données-là, puis on se fait une image globale. Alors qu'il y ait des personnes qui nous aient refusé l'accès, pour nous, ça ne nous dérangeait pas. Effectivement, il y avait des personnes qui nous avaient refusé, 2 personnes qui nous avaient refusé l'accès et le consultant pétrolier est allé sur ces terrains-là et ont déposé, pas juste passé, mais ils ont déposé aussi leurs instruments. En ayant comme idée d'utiliser le plus, pas de faire coupe forestière, mais plutôt d'utiliser des chemins existants, ils peuvent arriver puis sortir sur un terrain où qu'il n'y avait pas droit d'accès ou que la personne n'était pas au courant qu'on serait là. C'est jeune, c'est un PME. Il y a encore des choses à apprendre, mais ils sont partis dans une bonne direction.
Puis le fait qu'ils font pas des choses malgré les erreurs de parcours, puis les gens pour dire, j'écoutais les gens dire, mais ils sont allés sur mon terrain sans demander. Oui, ils ont fait des erreurs de parcours. C'est growing pains. On a appris, on va surveiller d'autant plus ces consultants-là qui viennent de l'extérieur. Et je pense que lorsqu'on va réussir à bâtir ou lorsque le transfert de la connaissance ou qu'il va y avoir justement des entreprises de services qui vont s'établir ici dans la région, c'est le genre de problématique qu'on va pouvoir passer à côté. Dans le cas d'un forage, si je regarde comme Haldimand numéro 3, on avait différentes options. Alors moi, mon rôle, c'était d'aller voir les différentes personnes et de vérifier s'ils acceptaient qu'on puisse aller sur leur terrain. Alors, s'ils nous disent non à tout prix, bien, on se retire, on va ailleurs. Je veux dire, on est au début de l'exploration. C'est certain qu'un réservoir, là, si on a plusieurs options, c'est parce qu'on peut aller se positionner à différents endroits. Donc, à chaque fois Pétrolière veut faire des travaux, demande de permis au ministère, et ça, afin qu'il nous autorise ces travaux-là. Lorsqu'on fait les travaux, naturellement, on doit donner des rapports, on doit donner certaines parties de tous nos résultats qu'on a eus. Donc, si on fait de la sismique, on doit donner des résultats de cette sismique-là, qui est gardée confidentielle et un jour va devenir publique. Ou si on décide d'abandonner ces permis-là, la compagnie, si une compagnie qui rachète, va avoir le droit d'accès à ces informations-là. Et c'est là la beauté de la chose, c'est que rien n'est perdu. Toute cette information-là demeure entre les mains du ministère. On a un grand territoire. On s'en va généralement faire, disons, si je me remets en 2005, lorsqu'on a commencé à avoir nos permis, on est allé faire une sismique régionale, un petit peu plus au nord de Gaspé, puis on est allé jusqu'à Percé pour voir si, effectivement, on voyait un réservoir. Donc, par la suite, on a trouvé un réservoir et là, on commence à focusser sur une zone. Donc, on se doit de faire des travaux et continuellement faire ces travaux-là. Par ailleurs, lorsqu'on vient concentrer sur une zone, il ne faut pas oublier les autres permis parce qu'il faut, comme je l'ai dit précédemment, il faut payer des rentes, mais il faut faire aussi des travaux statutaires. La définition générale qu'on donne de la géologie, c'est qu'on étudie la croûte terrestre, sa composition, sa structure, pour à la fin comprendre son évolution et son histoire. C'est le but ultime de la géologie. Et évidemment, les connaissances qu'on acquiert en surface ne sont pas ponctuelles, c'est-à-dire que généralement, une roche n'affleure pas qu'à un seul endroit. Elle affleure à plusieurs endroits dans la périphérie du bassin sédimentaire qu'on utilise ou qu'on étudie à ce moment-là. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des corrélations, c'est-à-dire que d'un endroit à l'autre, on peut voir quelles sont les variations à l'intérieur de la roche. Et on suppose que dans les autres directions, on va avoir aussi des variations comparables. Donc, on peut extrapoler que dans un certain endroit en sous-surface, qui est à, disons, 10 km de ce que l'on peut voir en surface, on va avoir telle chose dans cette formation-là. Effectivement, en 2006, j'ai reçu un téléphone de 2 jeunes demoiselles, des géologues, qui étaient dans le coin. Puis, évidemment, à l'époque, c'était pour Junex. Puis, ils cherchaient des accès, puis dans le coin. Puis, en passé, puis il y a vu une clôture là. Ils sont informés de madame, ma voisine, à qui ça appartenait. Puis, ils m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils voulaient visiter le terrain. Puis, je savais que j'avais un accès qui traversait quasiment la partie de Haldimand au complet. Ils voulaient venir en bicycle de montagne. Puis, effectivement, il y avait 2 bicycles de montagne en de pick-up. Puis, j'ai monté avec eux. Puis, ils sont allés, puis ils ont pris des points GPS. Et de façon plus précise, ici, là, ce qu'on fait, c'est, en exploration pétrolière, c'est l'étude des bassins sédimentaires.
C'est-à-dire qu'on étudie les roches qui ont été déposées dans les bassins marins ou par des rivières. On étudie leur composition, on étudie les différentes structures de la roche, les déformations qu'elles ont subies. Et, comme je l'ai dit au début, on revient à l'histoire de cette roche-là. On veut comprendre quelles ont été les différentes géographies aux différentes époques de leur formation pour voir où le pétrole a pu se déposer, comment il a pu migrer et comment il a pu être piégé dans la roche. La méthode sismique en tant que telle, c'est quelque chose de bien simple. Là. On peut dans notre vie courante, là, on en a plusieurs exemples. Là, que ce soit, par exemple, les dames enceintes, lorsqu'on fait une échographie de l'abdomen, c'est exactement le même principe que la sismique. Le sonore de pêche, le pêcheur en Gaspésie qui s'en va avec son bateau, qui veut voir la profondeur de l'eau, la présence ou non de poissons, va utiliser exactement la même méthode que la sismique. Mais ce que l'on voit, c'est des lignes. Ce que l'on voit, c'est des réflecteurs. C'est des endroits où l'onde sismique a été réfléchie par une surface, parce qu'il y avait un contraste de densité, donc il y avait un contraste de vitesse. Donc, lorsqu'on arrive sur cette surface, l'onde est réfléchie, un peu comme un miroir. Mais ça ne nous dit pas la nature de la roche. Ça nous sert surtout à voir de quelle façon les roches ont été déformées. Où sont les failles, où sont les plis, comment les couches sont inclinées. Ça nous sert aussi à voir s'il y a jusqu'à un certain point, s'il y a des liquides dans la roche. C'est sûr qu'on est capable de différencier dans ce type de roche-là un gaz du pétrole. Ça, c'est certain. Dans un grès qui est facile à définir, là, ça, on est capable de différencier les deux. Mais entre l'eau et le pétrole, c'est un peu plus difficile. Ça fait qu'on utilise une source qui peut être un camion vibrateur. C'est un camion qui est très lourd et puis qui a une plaque qu'on descend au sol puis qu'on fait vibrer le sol. Donc, ça envoie une onde dans le sol. Ou ça peut être une charge de dynamite qu'on fait exploser à un temps bien précis puis après, on enregistre les échos. Les charges de dynamite, on les place à des profondeurs. Là, normalement, c'est une dizaine de mètres de profondeur. Au Raldiman, on a utilisé à la fois les camions et la dynamite. Les camions ne peuvent pas aller partout. On est restreint, dans le fond, dans les endroits où on peut les envoyer. Il faut que ce soit vraiment sur des chemins forestiers ou sur des routes existantes dont le fond est très solide. On ne peut pas les envoyer dans le bois. Les camions sont imposants, mais la pluie et le vent nous arrêtent. Donc, les vibrations sont quand même assez faibles. Les impacts, là, ça pourrait être comparable, par exemple, à un autobus scolaire qui se promène sur une route, va faire une vibration qui va être comparable à ce que nous, on génère. Il faut comprendre qu'on crée l'accès dans un premier temps, avec les coupeurs de lignes, avec les déchiqueteuses. Par la suite, on a des arpenteurs qui vont positionner là, chacune des stations. Ensuite, sur les lignes de source, on va avoir les foreuses qui vont venir installer les charges. Une fois que tout est complété, que l'arpentage est complété, que toutes les charges sont installées à ce moment-là, on procède avec l'enregistrement. Puis avec des géophones qui sont comme des écouteurs qu'on distribue des fois sur 5 ou 6 kilomètres. Là, on étudie le retour de l'onde et puis on déplace tous les outils progressivement à toutes les 40 mètres, je sais pas, pour avoir une couverture qu'on dit complète. Là, on finit par avoir ce qu'on appelle un profil sismique qui nous permet de voir jusqu'à 15 km de profond la géométrie des couches à la verticale. Puis si vous faites du 3D, c'est-à-dire que vous mettez des géophones partout, là, ça va vous donner une image en 3 dimensions. Pour connaître la profondeur, par exemple, d'un bassin, ou avoir une image globale de la géologie, ou si la géologie est assez simple, la sismique 2D est parfaitement adaptée. Par contre, si on veut cibler des réservoirs de plus petite dimension, si on veut avoir beaucoup de détails, minimiser le risque quand on fait des forages, à ce moment-là, la sismique 3D est plus adaptée. C'est exactement le même équipement. On a plus de canaux qui vont enregistrer. Par exemple, si on fait un levé 3D, ouais, on va avoir 2000 récepteurs qui vont enregistrer le long de peut-être une dizaine ou une quinzaine de lignes. Quand on fait un levé 2D, à ce moment-là, on a peut-être 500-600 récepteurs au maximum pour chaque source. On a moins de surprises. Avec le 3D, on a une image de la sous-surface qui est vraiment très fidèle.
Quand on va mettre un forage, on a beaucoup plus de chances d'avoir du succès puis de frapper la cible qu'on a vue sur la sismique. Parce qu'avec le 2D, il y a une certaine ambiguïté, là. Pour faire du pétrole, on a besoin de carbone et d'hydrogène. Fait que ça, il y en a dans la matière organique. Fait que nous, c'est ça qu'on va aller chercher. On va jouer avec ça. Puis nous, on va vraiment dans l'infiniment petit. C'est-à-dire, on va jouer avec les molécules, les éléments qui composent vraiment ce qui s'appelle la matière organique. C'est vraiment là-dedans que nous, on va jouer. Parce qu'on veut déterminer la matière organique, c'est qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, puis comment elle a pu générer du pétrole. Parce que c'est pas avec des minéraux qu'on va faire du pétrole, c'est soit avec des algues, soit avec ce que nous on appelle des plantes supérieures, des plantes terrestres, des fougères, des choses comme ça. Parce que le géochimiste, lui, c'est ça qu'il va essayer de faire, c'est de caractériser la roche-mère, c'est-à-dire de déterminer quelle roche a donné le pétrole. Je vais montrer ma paille écrasée que j'appelle. C'est la compagnie Gore qui ont inventé ça. C'est eux qui ont inventé le Gore-Tex d'ailleurs. Puis je pense que c'est à peu près le même principe qui ont fait ça. Ça ressemble vraiment à une paille écrasée. Puis ça, on installe ça dans le sol. On fait un petit trou avec une drille électrique. On rentre ça dans le sol. Puis on laisse ça peut-être une vingtaine de jours. Fait que toutes les molécules d'hydrocarbures vont s'en aller. Puis c'est dans cette partie-là qu'ils vont se ramasser. Mais ce qui est bien de ça, c'est que l'eau ne passe pas, comme pour un manteau Gore-Tex. Fait avec ça, en plus, quand on va le chercher, ben là, il y a du pétrole dedans. Fait que là, on peut faire des comparaisons encore, mettons, avec l'huile d'Aldimand, parce qu'on en a. Fait qu'on peut comparer avec ce qu'on a. Puis en plus, on peut suivre aussi qu'il y a une anomalie qui est la plus grosse. Ce que je dis par une anomalie, c'est qu'on a une bonne quantité, une bonne concentration d'hydrocarbures qui s'est ramassée à la surface, dans ce cas-ci, dans le petit module. On utilise en fait ces propriétés-là de pouvoir fuir vers la surface pour détecter des gisements. Ça fait qu'on fait des analyses du sol en surface, on mesure la quantité d'hydrocarbures. Puis si vous êtes au-dessus d'un gisement, souvent on va avoir des valeurs anomaliques d'hydrocarbures qui fuient vers la surface. Ça fait que c'est une méthode complémentaire qui nous indique où est le réservoir. Parce que s'il y a un réservoir qui en va, c'est sûr que ça va monter, là. Même s'il n'y a aucun forage, c'est sûr qu'à un moment donné, il va en avoir à la surface. Là, on parle de nanogrammes. Fait que ça, c'est des 10 à la moins 12 kilogrammes. Fait que c'est vraiment des petites quantités. Il faudrait pas que les gens savent pas, là. C'est des quantités qui sont en deçà des, mettons, des normes, les standards de santé. Fait que ça, il n'y a aucun problème pour ça. Mais les appareils sont très sensibles. Ils sont calibrés pour, justement, détecter ces molécules-là, même s'il n'y en a pas beaucoup dedans, là. Il faut comprendre que 95% du pétrole qui a été produit dans la nature s'est évaporé à la surface. Il a atteint la surface à un moment ou l'autre au cours de l'histoire géologique, puis s'est évaporé. En Gaspésie, c'est le meilleur exemple. Il y a plein de ce qu'on appelle des suintements de surface, là. Il y a vraiment soit de l'huile ou comme à Terre Pointe, on voit une espèce de goudron noirâtre, surtout quand il fait très chaud là, sur les parois, on peut en voir. Oui, à l'Anse-Briand, comme à plusieurs autres endroits dans la région de Gaspé, il y a ce qu'on appelle des suintements de pétrole. Il y a du pétrole qui monte à la surface. Et il y en a partout sur tout le territoire de la Gaspésie. Et il y a des vieux suintements là, qui sont connus depuis Logan. Et même avant, Logan connaissait l'existence de ces suintements-là par les gens les chasseurs ou des trappeurs de l'époque qui parcouraient le territoire. En 1860, les premiers forages étaient aux côtés des suintements parce qu'on se disait c'est comme un gros indice de géochimie de surface. On dit si le pétrole est en surface, c'est qu'il y en a en dessous. Et puis effectivement, il y en avait en dessous, mais pas de quantité commerciale.
y a d'autres méthodes, comme la magnétotellurique, elle cherche une autre propriété de la nature, qui est la résistivité. Donc, avec la magnétotellurique, on arrive à établir ce qu'on appelle un profil de résistivité avec la profondeur. C'est qui fait les ronds de nuages? Non, c'est pas moi. En fait, une méthode électrique et qui enregistre avec des capteurs qui enregistrent les courants naturels de la Terre, dits courants telluriques, qui sont des courants magnétiques et électriques. On a deux types de capteurs, un capteur électrique qui sont des électrodes qui vont capter les courants, et on a des bobines qui vont capter les courants magnétiques. On va enregistrer tous ces courants durant toute la nuit et une partie du jour, et ça va nous donner des courbes en fréquence. Et avec ça, on va pouvoir déterminer la résistivité. Généralement, les couches contiennent du pétrole. Le pétrole, ça prend la place de l'eau salée. L'eau salée laisse passer le courant facilement, donc on dit qu'elle est conductrice. Tandis que le pétrole, s'il remplace l'eau salée, pour la même réservoir, il va être résistant. Donc, si vous avez une couche qui est conductrice et qui devient résistante dans votre structure, ça vous donne plus confiance que vous avez des hydrocarbures dans votre structure. On l'a appliqué en Gaspésie parce que le gisement de Haldeman, il y a un gros contraste de résistivité entre ce qui ne contient pas du pétrole et ce qui contient du pétrole. La sismique, ben, c'est des camions vibrateurs, c'est des layons sismiques en forêt, ça fait que c'est plus imposant comme dispositif d'acquisition, au point de vue transport d'équipement personnel, puis tout ça, c'est cher aussi. Alors que la magnétotellurique, c'est non destructif. On dépose des instruments, on écoute pendant une vingtaine d'heures, on relève les instruments, ça fait que ça n'a pas d'impact sur le terrain, puis c'est beaucoup moins cher. Ça n'a pas le même... On ne forerait pas sur la magnétotellurique. Ça prend de la sismique. Aucun forage n'est implanté si on n'a pas de sismique. Mais comme dans le cas de levée magnétotellurique, Martin l'a fait, c'est l'année dernière, en août 2010. Puis c'est ça, c'est là qu'on a décidé, après, en voyant les premiers résultats, de faire le levé de géochimie sur Haldimand pour justement voir est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux. Est-ce qu'on voit quelque chose qui ressort de ces deux études-là en même temps? Toute l'information qui est recueillie par les géophysiciens, par exemple sur les campagnes de sismique et les résultats sismiques, de magnétotellurique et tout ça, sont interprétés ultimement par les géologues, parce que c'est eux qui connaissent les roches. Ce sont des outils pour comprendre des roches. Parce que tous les travaux qu'on fait, que ce soit de la géophysique, de la géologie, de la géochimie, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre en parallèle, comparer nos résultats, puis à un moment donné, on va dire « Ah, il y a quelque chose là qui corrèle ensemble. Ah, on a peut-être un réservoir qui est caché quelque part dans ce coin-là. » Mais ultimement, il faut forer. La sismique ou la magnétotellurique ou n'importe quelle autre méthode ne peut donner que des indications sur la structure de la roche et éventuellement un peu sur le type de roche. Mais le réservoir comme tel, il faut le forer pour en être sûr. Sachant très bien que le forage, c'est le plus dispendieux de tous nos travaux, on va essayer de parfaire et d'améliorer notre connaissance pour diminuer notre risque financier associé à ce forage-là. Parce que, veut pas, avant une découverte, là, le premier forage, il est très risqué. Hein? Donc, je dirais même plus, entre le premier et le deuxième forage, on pourrait ne pas... Le deuxième forage, ça veut pas dire parce qu'on a une découverte que le deuxième forage, on va réussir à trouver de l'huile. La preuve est entre Haldimand numéro 1 et Haldimand numéro 2. Haldimand numéro 2 ne produit pas présentement. Nous espérons que vous avez apprécié cette troisième émission. Le forage d'un puits est le plus important de tous les travaux qui doivent être effectués par l'explorateur. Ces travaux nécessitent de l'équipement lourd et une équipe de travailleurs spécialisés. Ils sont coûteux et spectaculaires. Les 2 prochaines émissions y seront donc consacrées.
Il sera question des normes strictes exigées pour les différents coffrages qui protègent la nappe phréatique ainsi que le puits lui-même. Nous parlerons des nouvelles techniques utilisées pour explorer les réservoirs, techniques de plus en plus sophistiquées. Quels sont les avantages d'un forage horizontal par rapport à un forage vertical? Merci d'être resté avec nous et nous espérons que vous serez des nôtres pour la prochaine émission. Si vous avez des questions sur les thèmes abordés ou des réactions au contenu de cette émission, vous pouvez communiquer avec Petrolia, soit en utilisant l'adresse électronique info@petroliagaz.com ou encore en téléphonant au numéro sans frais 1-855-657-1966.